D'accord. Attends, on va représenter la phase 1. Donc c'est M. Potin, donc du cabinet AB Béglé, qui va vous présenter donc cette première phase, disons, de projet de tarification incitative. Donc et après, si vous avez des questions, ce sera l'occasion de vous poser toutes les questions. C'est un sujet très intéressant. Bonsoir à tous. Alors, comme l'a dit M. Boileau, je suis là pour vous présenter la première partie de cette étude qui va se continuer encore pendant quelques mois. L'ordre du jour aujourd'hui, c'est rappeler un peu tout le contexte, le déroulement de cette étude, qu'est-ce qui s'est déjà déroulé et qu'est-ce qui va se dérouler par la suite, les grands principes de la redevance incitative, puisque la redevance incitative est un nouveau concept, un nouveau mode de financement. Changer le financement dans la gestion des déchets. On verra ensuite donc, le travail qui a été fait, donc c'est un résumé du travail qui a été fait pendant la première phase, qui sont les points forts et les points de vigilance quant à la mise en place de ce nouveau mode de financement sur la communauté de communes du Saône-Loire. Et on verra les orientations qui ont été prises par le comité de pilotage. Rappel de l'étude. Donc c'est une étude qui a été lancée en juin 2013, qui est subventionnée à 70% par l'ADEME, et qui se déroule en 3 phases. Aujourd'hui, on est à l'état des lieux et diagnostic. Donc, toutes les collectivités françaises ont déjà fait cette étude, qui se déroule toujours de la même manière. Une première phase, état des lieux et diagnostic. On regarde ce qui se passe sur votre territoire, puis on passe à une deuxième phase de scénario possible. Et là, on va se projeter dans 4-5 ans sur votre territoire pour imaginer comment on pourrait réorganiser et mettre en place ce projet de redevance incitative. Et enfin, on finit par une troisième étape qui est la mise en œuvre du scénario retenu, c'est-à-dire qu'on met en place un plan d'action, vraiment pour mettre dans les 4-5 ans à venir toutes les étapes qu'il va falloir faire pour mettre en place la redevance incitative. Donc, comme l'a précisé M. Boileau, on est à l'étape de l'étude, c'est-à-dire le projet n'est pas encore entièrement enclenché, on regarde ce qui peut se passer et on étudie pour prendre une décision par la suite. Donc, qu'est-ce qui s'est déjà passé? Donc, en juillet 2013, le comité de pilotage, le COPIL, s'est réuni pour faire la réunion de lancement. C'est-à-dire un petit peu présenter le projet, comment va se dérouler la mission. On s'est ensuite réuni une deuxième fois en septembre 2013 pour faire la présentation de la première phase, donc assez complète. Les informations sont disponibles auprès de M. Boileau du service déchets de la communauté de communes du Saône-Loire. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui juste après, point fort, point de vigilance. Donc c'est beaucoup plus complet. Aujourd'hui, on va voir le résumé, les points les plus importants. Le 10 octobre 2013, réunion de rappel du diagnostic et proposition de scénario de mise en place de la redevance incitative devant le bureau communautaire. Donc on s'est retrouvé au centre technique à Moyenvic, Morville-Lévic, pour présenter donc, à nouveau ce diagnostic et proposer des scénarios. Je vous présenterai les résultats tout à la fin, les orientations qui ont été prises par le bureau. En décembre 2013, je reviendrai pour présenter le résultat de l'étude des scénarios devant le comité de pilotage. Aujourd'hui, c'est la volonté d'informer tous les élus de ce qui se passe, comment va se dérouler cette étude, où on en est, que vous soyez au courant. Voilà. L'idée étant que ce projet soit concerté aussi avec l'ensemble des élus du conseil communautaire. Le concept de la redevance incitative, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est une obligation réglementaire du Grenelle de l'environnement. C'est-à-dire que toutes les collectivités françaises devront avoir mis en place la redevance incitative ou une tarification incitative, c'est le même principe, d'ici 2015 sur leur territoire. En quoi ça consiste? L'idée est de faire payer les usagers en fonction de leur production de déchets, c'est-à-dire de se rapprocher d'un service type électricité ou eau, où les usagers vont payer en fonction de ce qu'ils consomment du service. Comme par exemple, si vous avez votre facture d'électricité, vous payez au kilowattheure. Vous avez d'abord un abonnement, puis une consommation du service qui va être le kilowattheure supplémentaire. Vous allez payer votre abonnement 6 kVA ou 10 kVA, plus tous les kilowattheures supplémentaires. Pour cela, il faut adapter le service pour identifier chaque usager et aussi sa production de déchets. Aujourd'hui, vous avez un compteur d'eau ou un compteur d'électricité dans votre maison. L'idée étant d'avoir la même chose pour les déchets. Il faut donc penser une nouvelle organisation du service.
Les modes de comptabilisation. 3 modes de comptabilisation possibles. Le premier, c'est le volume mis à disposition. C'est-à-dire, je vous donne un bac qui va faire 120 litres ou 240 litres, et vous allez payer un abonnement en fonction de la taille de ce bac. Le deuxième principe, c'est au nombre de présentations ou d'apports, dit à la levée. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous donner un bac, et à chaque fois que vous allez le sortir, le présenter au service déchets, je vais le savoir, et je vais pouvoir identifier du coup votre production de déchets. Si vous avez sorti votre bac 10 fois ou 20 fois à la semaine, je connaîtrai alors votre production. Il y a le système le plus évolué, qui est connu beaucoup dans l'Est, qui dit à la pesée. C'est-à-dire, je vais compter le nombre de fois que vous avez sorti votre bac, et en plus, je vais le peser en kilogrammes. Ces 3 systèmes, donc, qui permettent de répondre à l'exigence réglementaire de 2015, ont des avantages et des inconvénients. Le premier est très simple à mettre en œuvre, mais peu incitatif. Dans redevance incitative, on va inciter l'usager à produire moins de déchets dits d'ordures ménagères résiduelles. Le deuxième est plutôt incitatif, c'est le système le plus courant, mais il nécessite des changements sur la plupart des territoires. On va voir sur votre territoire ce qui pourrait changer. Et ensuite, on a donc à la pesée, le système est incitatif. On atteint d'aussi bonnes performances que à la levée, dans un système dit à la levée. Par contre, des changements sont nécessaires et c'est surtout très complexe, surtout pour les collectivités en régie comme la vôtre. En général, on utilise une comptabilisation à la levée. Est-ce que possible d'avoir un petit verre d'eau, s'il vous plaît? Concrètement, comment ça marche? L'idée, je vous en ai parlé, c'est de se rapprocher d'un service type eau ou électricité où on va avoir un compteur à déchets. Ici, le compteur à déchets, ça va être le contenant. Donc le contenant, ça va être quoi? En général, c'est le bac pucé. C'est le plus répandu. On a un bac dans lequel on va avoir une puce. Cette puce-là, on va pouvoir la relier à la personne à qui on a donné le bac. Et on va dire, ce bac appartient à monsieur Lambda. On va aussi avoir ce qu'on appelle les conteneurs enterrés ou semi-enterrés avec contrôle d'accès. C'est des sortes de grosses colonnes enterrées dans le sol, dans laquelle on va avoir un tambour et on va pouvoir passer avec une carte ici qui va permettre l'ouverture du tambour. On a ensuite 2 autres systèmes possibles. Le sac prépayé. Là, on va finalement vendre des sacs, c'est la communauté de communes qui va vendre des sacs estampillés au logo de la collectivité. Et c'est comme ça qu'on va permettre de comptabiliser la production de déchets de chacun. Monsieur Lambda vient à la communauté de communes pour acheter des sacs. Une fois que seuls les sacs prépayés sont collectés, et il va payer en fonction de sa production de déchets, en fonction du coût que ça a de collecter des déchets et de les traiter derrière. On a ensuite un 4e système qui est très peu répandu car très très coûteux. On va avoir finalement le même principe qu'un conteneur enterré, mais sur un bac de regroupement. L'idée de toutes ces solutions, c'est de pouvoir comptabiliser la production de chaque usager du territoire. Avoir un compteur à déchets qui permet de comptabiliser la production de déchets et d'émettre une facturation qui va aller derrière. L'idée première étant de réduire la production d'ordures ménagères résiduelles, c'est-à-dire les déchets qu'on ne peut pas valoriser. L'idée étant d'inciter au tri par ce biais-là. Produire moins d'ordures ménagères résiduelles qui ne sont pas valorisables, inciter au tri, au compostage et à la valorisation des déchets en déchetterie. Pour ça, il faut adapter les contenants aux différentes catégories d'usagers et d'habitation aussi. Puisqu'on ne va pas pouvoir mettre des bacs pucés en bas d'un immeuble de 40 logements. Ça va faire beaucoup trop. Idem, on ne va pas forcément mettre un conteneur enterré ou semi-enterré au milieu d'une dizaine de fermes sur 50 km. Donc, il va falloir adapter toutes ces solutions au territoire auquel on va s'intéresser. Ici, ce que je vous fais là, c'est une présentation très générale de la redevance incitative. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui en France et comment on peut l'adapter à votre territoire. On verra juste après, dans les points faibles et les points de vigilance,
comment on pourrait faire pour le mettre en place sur votre territoire. Comment ça se passe? L'idée étant donc d'avoir une informatisation de la production, pour permettre, donc ça c'est le schéma le plus simple, comment on va comptabiliser la production de déchets. On va avoir finalement un bac qui aura une puce. Cette puce-là, on sait, elle nous permet de savoir à qui appartient ce bac. Une fois que la benne passe, ici on a un système dit d'informatique embarqué qui va permettre de savoir quand on va prendre la poubelle, on va lire la puce et on va savoir qu'on a pris la poubelle de Monsieur Lambda tel jour, à telle heure, et on va savoir que c'est la poubelle de Monsieur Lambda qui a été prise ce jour-là. Les informations à la fin de la tournée sont traitées via un logiciel de gestion qui permet de savoir finalement, à la fin de l'année, combien de fois Monsieur Lambda a sorti sa poubelle. À partir de là, on peut connaître sa production, puisque quand on donne une poubelle, on connaît le volume de la poubelle disponible. Le principe est le même dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, les conteneurs enterrés ou semi-enterrés, où on passe avec un badge. Le badge, il est identifié comme appartenant à Monsieur Lambda. On va ensuite, à travers une grille tarifaire, aujourd'hui vous en avez déjà une, puisque vous êtes en redevance incitative, mais en redevance. La grille tarifaire aujourd'hui elle est au nombre de personnes chez vous. Demain, elle sera à la production de déchets, au nombre d'apports, voire au poids. Et ce sera plutôt au nombre d'apports que vous allez faire, au nombre de fois que vous allez présenter votre poubelle. Et par ménage aussi. Pardon? Au ménage aussi. Au ménage. Au ménage. Personne, c'est au ménage. C'est au ménage. Sachant qu'aujourd'hui, toutes les factures sont aussi envoyées au ménage, et c'est au nombre de personnes. Chaque ménage aura une facturation avec un abonnement, l'abonnement qui permettra l'accès au service, plus tout ce qui va être la consommation du service. Donc la grille tarifaire est un élément qui sera défini avec le comité de pilotage dans la suite de l'étude. C'est dans la mise en œuvre du scénario où on va pouvoir définir la grille tarifaire. Alors, pour information, plusieurs collectivités en France ont déjà mis en œuvre la redevance incitative. Certaines, la plupart, pardon. En général, quand on est au bac QC, les usagers sortent leur bac une fois toutes les 3 semaines, voire une fois par mois. Donc, par le fait d'utiliser le levier financier pour responsabiliser les usagers sur leur production de déchets, on arrive à augmenter énormément les performances de tri et diminuer assez la production d'ordures ménagères résiduelles pour que les usagers sortent leur poubelle une fois toutes les 3 semaines. Tout ça, bien sûr, nécessite une adaptation de la régie de collecte, une adaptation de l'organisation interne des services pour suivre toute cette production des usagers. Aujourd'hui, vous avez un registre avec tous les ménages et le nombre de personnes qu'il y a dans le ménage. Demain, il y aura une information en plus qui est le nombre de présentations de la poubelle. En termes d'impact, ce que je vous disais, l'idée est de favoriser la prévention et le tri. Donc la communauté de communes va offrir des alternatives à ses usagers pour qu'ils puissent trier mieux et composter plus et valoriser plus de déchets en déchetterie. Ce qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle le taux de présentation qui va diminuer beaucoup. Une fois toutes les 3 semaines et une fois par mois. Ici, on a 2 graphiques. Les barres en rouge, c'est à partir du moment où la collectivité a mis en place la redevance incitative. Qu'est-ce qu'on observe en haut? C'est la courbe ordures ménagères résiduelles en vert. Elle va déjà commencer à diminuer à partir du moment où on va indiquer aux usagers qu'on va mettre en place la redevance incitative sur le territoire. Donc, même si elle n'est pas effective, elle a déjà un effet sur les usagers qui vont produire moins d'ordures ménagères résiduelles, sachant que la courbe continue à diminuer par la suite. Ici, on a l'exemple du syndicat Montaigu Roche-Servière, au sud de Nantes, et on voit la courbe en gris, ici, les barres en gris, sont la production d'ordures ménagères résiduelles. Ils ont réussi à diminuer par 2 la production d'ordures ménagères résiduelles sur leur territoire en 10 ans, sachant qu'au bout de 3-4 ans, ça s'est déjà stabilisé. C'est une opportunité d'amélioration des performances et une opportunité aussi d'optimisation de son service. Pourquoi passer à la tarification incitative?
C'est une nouvelle manière d'envisager le service, mais ça a aussi beaucoup d'avantages, moins de déchets enfouis ou incinérés, prévention, plus de tri, responsabiliser les usagers. Aujourd'hui, si c'est une exigence réglementaire, ça vient de l'Europe, parce qu'on produit trop de déchets en Europe. Partout dans le monde, mais en Europe, on produit trop de déchets qu'on ne valorise pas. La question de la baisse des coûts, elle est là. Ça va vraiment dépendre de la collectivité. Il y a des collectivités qui vont réussir à baisser leurs coûts, d'autres à garder intacts. Il y a d'autres collectivités pour lesquelles le coût risque d'augmenter, tout simplement, puisque même si on produit moins de déchets type ordures ménagères résiduelles, il faut payer le traitement, etc., on va rajouter quelques coûts, par exemple, pour gérer toutes les données qu'il y a derrière. Quelques côtés qui peuvent être négatifs, dépôts sauvages. Alors ça, on en parle beaucoup. Il faut savoir que aujourd'hui, vous en avez déjà certainement, quand on met en place la redevance incitative, on a des retours d'expérience. Il y a plus de 150 à 200 collectivités qui ont mis aujourd'hui en place la redevance incitative sur leur territoire. Il peut y avoir quelques dépôts sauvages au début. Après, on peut, par la grille tarifaire qu'on a créée, limiter ces dépôts sauvages, mais le meilleur vecteur, c'est la communication. Pouvoir expliquer qu'est-ce que la redevance incitative. Les dépôts sauvages vient principalement du fait que le message a été mal compris. Aussi, savoir qu'aujourd'hui, il est encore possible d'avoir des aides ADEME. Ça va très bientôt disparaître. C'était pour aider les premières collectivités à y passer. Aujourd'hui, elles sont encore disponibles. Donc, c'est le moment aussi de faire cette étude et d'y passer, si vous souhaitez y passer, bien sûr, de profiter de ces aides ADEME. On a beaucoup de retours d'expérience, le concept fonctionne, les impacts dépendent vraiment du contexte. C'est pour ça qu'on va voir maintenant un petit peu votre contexte, quels sont vos points forts et vos points de vigilance, qui permettent de prendre toutes les décisions derrière, et aussi de construire ce qu'on va appeler les scénarios qui seront étudiés juste après, dans la deuxième étape, étude des scénarios possibles. La première chose, c'est de regarder le territoire et les types d'habitat. Pourquoi? Puisqu'on va conteneuriser les usagers pour comptabiliser la production en fonction des types d'habitat. Vous avez 20% d'habitat collectif. L'habitat collectif peut être un petit peu dur à gérer puisqu'il faut identifier la production des usagers. Donc c'est pour ça que c'est important d'identifier le pourcentage d'habitat collectif. C'est pas beaucoup en termes d'habitat collectif par rapport à d'autres collectivités. Et surtout, il y a des solutions qui sont possibles. On a un territoire très étendu qui nécessite de faire beaucoup de kilomètres pour collecter les déchets. Et plusieurs types d'habitat. Du pavillonnaire, type maison de quartier, les centres-bourgs, on va appeler centre-bourg 1, type les petites rues dans lesquelles la benne ne peut pas passer, forcément. Par exemple à Vic-sur-Seille ou à Château-Salins, c'est des rues où le camion ne peut pas passer, ou alors les usagers n'ont pas la place, tout simplement, de mettre un bac individuel chez eux, de le stocker chez eux. Puisqu'il ne faut pas bien sûr que ce bac individuel soit à la portée de tous les usagers, ou alors qu'il encombre les rues. On a les centres-bourgs de type 2, avec une conteneurisation possible. Par exemple, Dieuze a été quasiment entièrement conteneurisé. Et les petits et moyens collectifs, qui représentent, donc, avec les appartements de bourg et les petits et moyens collectifs, c'est 20% des logements sur le territoire. On a une facilité d'identification des producteurs de déchets dans le pavillonnaire, dans les centres-bourgs conteneurisés. Pour ce qui est des petits et moyens collectifs, on va avoir différentes solutions. Soit identifier chacun des usagers à l'intérieur du bâtiment, soit faire une facturation à la totalité du bâtiment. Et jouer sur l'incitation collective. Il faudra bien sûr adapter la conteneurisation en fonction des cas. En termes d'organisation, ça c'est le synoptique de votre collectivité, avec une collecte ordures ménagères résiduelles, une collecte emballage, métaux, cartons, journaux, magazines, une collecte encombrant, une collecte de verre, une collecte déchetterie, avec différents exutoires. Ce qui est important de voir ici, c'est que vous avez la collecte ordures ménagères résiduelles et la collecte emballage, métaux, cartons qui est faite en régie. C'est-à-dire que vous avez une régie de collecte, c'est des agents de la collectivité qui vont collecter ces déchets. Ce qu'on peut voir à l'heure actuelle, c'est qu'on a des tournées qui sont bien dimensionnées en termes de durée et aussi de remplissage des bennes à ordures. Ce qui veut dire que, voilà, aujourd'hui, vous avez une régie bien optimisée.
Demain, si on passe en redevance incitative, on va changer le comportement des usagers et donc impacter les performances techniques. Si on impacte les performances techniques et la production de déchets, on impacte la collecte qui est derrière. Donc il y aura certainement un impact en cas de redevance incitative sur la régie de collecte. C'est-à-dire une charge de travail moins importante sur les ordures ménagères résiduelles et une charge de travail plus importante sur le sélectif. L'idée étant que les usagers produisent moins d'ordures ménagères résiduelles et trient plus. L'étude permettra de savoir dans quelle mesure la charge de travail qui diminue ici est compensée ici. Après, bien sûr, on a plus de déchets en déchetterie. Donc, il y aura certainement besoin de plus de moyens humains en déchetterie. Ça, c'est l'étude et les scénarios qui permettent de déterminer dans quelle mesure on impacte ou non la régie de collecte. Les déchetteries. 3 déchetteries aujourd'hui sur le territoire. Les zones en rouge, bleu et vert déterminent la zone de chalandise de chacune des déchetteries. Donc c'est une définition de l'ADEME qui indique que la bonne zone de chalandise, c'est 10 minutes en voiture d'une déchetterie pour y accéder facilement. Ce qui est important de voir, c'est, du moins ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une difficulté de couverture géographique sur l'ouest du territoire, tout simplement parce que vous avez un territoire très étendu. En termes de nombre de déchetteries par habitant, vous êtes à donc une déchetterie pour 10 000 habitants, ce qui est très bien. Par contre, ici, les usagers de ces communes-là ont plus difficilement accès aux déchetteries que les autres. En termes de performance technique, ce qui va nous intéresser ici, c'est la production qu'on peut voir ici, donc ordures ménagères résiduelles, recyclables secs, donc c'est tout ce que briques, métaux, plastique, etc., le verre et les déchetteries. Ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir nous comparer, savoir aujourd'hui où en sommes-nous. On peut se comparer par rapport à la France en milieu rural, le type de milieu du sol noir, la Moselle, la Lorraine et la France au niveau national. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en termes de production d'ordures ménagères résiduelles à l'habitant, vous êtes à 256 kg par an par habitant en 2012. On est donc plus qu'en milieu rural qui est à 225, mais moins qu'en France au niveau national, on est à 289. On a des performances finalement qui sont assez moyennes, on va le voir sur tous les flux. Recyclable, on est à 52. Donc on est bien, on est juste au-dessus de la Lorraine, mais on est 7 kg en dessous de la Moselle. On parle en kilos par habitant produit. Pour le verre, pareil, on a des performances finalement assez moyennes. On est dans la moyenne pour tous les flux de déchets. Ce qui est important de voir, c'est qu'on a des performances moyennes, mais qu'on peut faire beaucoup mieux. Parce que par exemple, je vous parlais du syndicat Montaigu-Roche-Cherrières, eux, ils sont à 120-130 kg d'ordures ménagères résiduelles par habitant par an. Ils ont mis en place la redevance incitative depuis une dizaine d'années, ça fonctionne très bien. Les meilleurs en redevance incitative atteignent 100 kg par an par habitant. Donc, on peut améliorer ces performances. Pour ce qui est des recyclables secs, les déchets ici ne disparaissent pas. Hein. Il y a une partie qui part en compostage, mais après, on augmente les performances de recyclables secs. On peut arriver à 70, 75, voire 80 kg par an par habitant. Pour le verre, idem. L'idée étant de faire ce qu'on va appeler des transferts de flux. Trier plus pour valoriser plus. En termes de financement, ce qui va être intéressant, c'est de regarder aujourd'hui comment les usagers payent sur le territoire. Donc, on remarquera qu'il y a beaucoup de tarifs. Ça, c'est votre grille tarifaire actuelle. Il y a beaucoup de tarifs. Alors, je crois qu'il y a 35, 34 ou 35 tarifs pour les ménages, sachant que ici, ces ménages-là, ils représentent moins de 100 usagers sur le territoire. Il y a beaucoup de tarifs. Ça, c'est la grille générale où on va avoir, en fonction du nombre de personnes, le tarif payé. On remarque ici que les usagers des foyers de personnes payent 82 €, les foyers de personnes 164, etc. C'est proportionnel. La redevance incitative pourrait être l'occasion de rééquilibrer ces tarifs, puisque ce n'est pas parce qu'on est 6 personnes qu'on produit 6 fois plus de déchets qu'un foyer de personne. Donc finalement, c'est d'ajuster, de rendre plus juste le financement de demain par une nouvelle grille tarifaire. Alors après, cette grille tarifaire, c'est nous qui allons la construire ensemble. Elle n'est pas imposée, il n'y a pas de texte, il y a des règles qui sont imposées, mais il n'y a pas de texte
qui impose les règles de production. C'est nous qui allons définir comment les usagers vont payer en fonction de leur production de déchets. L'idée étant de toujours d'équilibrer le budget. À partir de ces points de vigilance du territoire, on a établi différents scénarios avec le comité de pilotage. Donc, l'idée est d'avoir un tronc commun, c'est-à-dire en termes de comptabilisation de la production, passer à un comptage au nombre de levées et d'apports. La pesée, c'est très difficile chez vous puisque vous avez une régie de collecte. Il n'y a que les grands prestataires sur des gros territoires qui peuvent se le permettre, on va dire financièrement, d'une part, et aussi techniquement. C'est-à-dire que c'est très difficile, ce serait très très compliqué et coûteux chez vous de mettre en place un système dit à la pesée. Le système au volume fonctionne, mais est beaucoup moins incitatif. En termes de performance, on attend des performances beaucoup moins bonnes. Le comité de pilotage s'est orienté vers une comptabilisation de la production au nombre de levées ou d'apports. Mise en œuvre opérationnelle, on est dans les scénarios qui projettent dans l'avenir, juillet 2015 ou 2016. Il faut parfois prendre le temps du changement. Pour ce qui va être de la mise en œuvre, l'idée étant, dans le scénario, de doter tout ce qui va être pavillonnaire d'un bac individuel pucé. Donc, la collectivité mettra à disposition des usagers, ce sera compris dans leur forfait, dans l'abonnement et la mise en place de la redevance incitative, la mise à disposition gratuitement d'un bac individuel pucé, qui reste propriété de la communauté de communes. Pour ce qui va être des centres-bourgs de type 1, je vous disais, Vic-sur-Seille ou Château-Salins, où les usagers n'ont pas forcément la place de stocker des bacs, ces rues aujourd'hui sont déjà collectées en sac, on les collecterait en sac prépayé. Ça ne représente pas beaucoup de foyers, je vous donnerai le nombre juste après, l'estimation du nombre. Pour ce qui serait des centres-bourgs type Dieuze ou autres centres-bourgs où il y a de la place de conteneuriser, on donnerait des bacs individuels pucés et au besoin, si jamais les usagers, par exemple, ne peuvent pas rentrer leur bac, peuvent le laisser dans la rue, ce n'est pas gênant, mais ne peuvent pas le rentrer, on proposerait des serrures aux usagers. Si jamais certains usagers souhaitent avoir des serrures en plus, il est possible qu'ils en aient, par contre ce serait certainement à leurs frais. Ce sont des décisions à prendre avec le comité de pilotage. Pour ce qui est des petits et moyens collectifs, l'idée sera de donner des bacs de regroupement avec une incitation à l'échelle du collectif. Alors pourquoi cette décision? C'est une décision... Alors on aurait pu mettre des systèmes beaucoup plus coûteux, type conteneurs enterrés ou semi-enterrés, qui fonctionnent. L'idée étant de maîtriser les coûts quant à la mise en œuvre de la redevance incitative sur le territoire. C'est un choix qui permet d'éviter de multiplier les coûts pour, on va dire, sur ces petits et moyens collectifs, on doit être sur 5 à 10% des logements. Quand ce sera possible, on pourra mettre des bacs individuels avec serrure, si jamais on ne dépasse pas 4, 5, 6 logements dans l'immeuble. Mais au-delà de ça, on mettra en place des bacs de regroupement. Et pourquoi ne pas favoriser des sacs payants pour les immeubles? On leur fournit un grand bac et c'est plus juste d'avoir des sacs payants. Pas forcément. Il y a... Alors, les sacs payants ne peuvent pas... En théorie, les sacs payants ne sont pas mis dans des bacs. C'est pour éviter toute dérive. La problématique, c'est que si jamais vous êtes en sac payant, notamment dans un collectif, on peut vite se retrouver, on est à l'abri des regards pour poser son sac, et aller acheter un sac au supermarché du coin pour le mettre dedans. Alors que le sac prépayé, ici on voit les couleurs blanches, il y a certaines collectivités qui l'ont fait rouge, on va éviter toutes les couleurs jaunes et bleues qui rappellent le tri. Donc choisir la couleur qu'on veut, il est au logo de la communauté de communes, il n'y a que lui qui est ramassé. Ça va, donc il faut être très très prudent avec les sacs. Pardon? C'est un peu à Kaiserberg, ces soucis qu'ils ont rencontrés avec les sacs. À Kaiserberg, eux l'ont fait dans les écarts, ils ont mis en place